Le Soleil. Un astre familier et pourtant méconnu. C'est le roi du système solaire. Il en concentre quasiment toute la masse et l'énergie. Même si on l'observe depuis très longtemps, il est encore plein de mystères. Nous commençons à peine à faire la lumière sur l'unique étoile de notre système solaire. Et dans cette quête, nous avons une alliée de taille, la sonde solaire Parker. C'est la première fois que l'on va quasiment toucher le Soleil. Cette sonde a déjà modifié notre compréhension du fonctionnement du Soleil. Notre Soleil descend d'une longue lignée d'étoiles. Au commencement, il y avait les géantes bleues. Ces étoiles aussi chaudes que brillantes ont éclairé l'univers pour la toute première fois. Puis, en mourant, les générations d'étoiles qui ont suivi ont enrichi le cosmos d'éléments indispensables à la vie. Comprendre les origines du Soleil, c'est en apprendre plus sur les origines de la vie. Mais réussirons-nous à percer tous les secrets du Soleil et à en apprendre davantage sur son inexorable destin? Il lui reste environ 4,6 milliards d'années de fusion nucléaire, et puis il commencera à changer et à évoluer. Il faut vraiment que l'on comprenne ce qui va arriver au Soleil, parce que ça aura un impact sur la Terre. À 150 millions de kilomètres de la Terre, le Soleil est l'étoile la plus proche de notre planète. Et une constante dans notre vie. Les humains ont toujours été fascinés par le Soleil, sûrement parce qu'il fait partie de notre quotidien. Il se lève et se couche chaque jour depuis notre naissance. Il nous permet de mesurer le temps, de concevoir des calendriers, et sans Soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Mais parmi les trilliards d'étoiles que compte l'univers, pourquoi est-ce justement autour du Soleil que la vie est apparue? Aujourd'hui, notre étoile demeure une énigme. Le Soleil est encore plein de mystères. Pourquoi son atmosphère est plus chaude que sa surface? Comment se crée le vent solaire? Après plusieurs millénaires passés à l'étudier de loin, grâce à la sonde Parker, nous avons enfin l'opportunité d'approcher le Soleil. C'est un environnement hostile. Ce n'est pas facile de s'approcher du Soleil. C'est une énorme boule d'hydrogène qui dégage une immense quantité d'énergie. La température du plasma qui bouillonne à sa surface dépasse 5500 degrés.
Des granules de gaz brûlant s'élèvent puis retombent. On a des images incroyables. Au-dessus, il y a la couronne solaire qui atteint 1 million de degrés. C'est extrêmement chaud. Voir ces images, c'est découvrir quelque chose qui était sous nos yeux, mais caché depuis toujours. Parfois, on voit une énorme éjection de masse coronale. C'est du plasma qui jaillit. Lancée en 2018 pour étudier la couronne solaire, la sonde Parker a été baptisée en l'honneur de l'astrophysicien Eugene Parker, qui a été le premier à émettre l'hypothèse du vent solaire. Status check. Go Delta. Go PSP. -15. La nuit du lancement, j'avais la boule au ventre. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff of the mighty Delta IV Heavy Rocket with NASA's Parker Solar Probe. C'est parti. Eugene Parker et Kelly Korek de l'équipe de recherche assistent au lancement. Le lanceur Delta IV Heavy est très lent par rapport aux autres fusées que j'avais vues décoller. Donc, tout ce que je voyais, c'était des boules de feu. J'ai eu très peur pendant un moment. 25 seconds into flight. Pressures continue to look good on all 3 boosters. J'ai fini par comprendre que tout allait bien et que la sonde montait lentement dans le ciel. Now 50 seconds into flight. And we have jettison of both strap-on boosters. La mission Parker est fabuleuse. Notre espèce n'aura jamais été aussi proche du Soleil. On va quasiment le toucher. Si Grant Tremblay est si euphorique, c'est que comme de nombreux astrophysiciens, il rêve de conquérir l'espace. En avril 2021, la sonde Parker entre dans l'atmosphère du Soleil, une région jusqu'alors inexplorée. C'est un grand pas pour l'humanité. Lors de cette incursion, la sonde s'est approchée à seulement une dizaine de millions de kilomètres du Soleil. NASA's Parker Solar Probe, a daring mission to shed light on the mysteries of our closest star. Pendant longtemps, on pensait que frôler le Soleil était tout simplement impensable. Eugene Parker en avait bien conscience. C'est un voyage qui semble impossible vers un monde imaginaire. La mission Parker durera 7 ans. Son objectif est d'étudier la couronne solaire et plus précisément de récolter des données pour comprendre comment le Soleil diffuse son énergie. Une énergie sans laquelle notre planète serait privée de vie. Au cours de sa mission, la sonde effectuera 24 orbites autour du Soleil. Et au fil des passages, elle s'approchera de plus en plus de sa surface. Jusqu'à pénétrer son atmosphère. La température y est extrême. La sonde Parker est le premier engin spatial capable d'y résister. C'est aussi le premier engin spatial à avoir dépassé les 300 000 km/h, pulvérisant largement le record détenu par la sonde Helios 2. Les données recueillies par cette sonde sont d'autant plus précieuses qu'elles nous permettront aussi d'en apprendre davantage sur toutes les autres étoiles de l'univers. Et parmi cette myriade d'étoiles, certaines détiennent la clé du mystère des origines du Soleil et de la vie sur Terre. Grâce à la sonde, on pourra voir ce qui se passe à l'intérieur du Soleil, et donc comprendre comment il s'est formé, quelles générations d'étoiles l'ont précédé, son ascendance en quelque sorte.
L'histoire du Soleil commence bien avant sa naissance. Ses ancêtres sont les toutes premières étoiles de l'univers. Près de 100 millions d'années après le Big Bang, l'univers est sombre et froid. Il n'y a pas une seule étoile. Pourtant, cet univers est loin d'être vide. Une toile est en train de se tisser dans l'obscurité. Elle se déploie en longs filaments, semblables à des tentacules. À l'origine, l'univers ne comprenait ni carbone, ni oxygène, ni fer, rien de tout ça. Et bien sûr, il n'y avait pas de lumière non plus. C'est pourquoi cette période s'appelle l'âge sombre de l'univers. Mais la toile cosmique va tout changer. La toile cosmique, c'est la structure de tout l'univers. L'étendue de la toile cosmique dépasse l'entendement. Pendant l'âge sombre de l'univers, d'immenses nuages de gaz s'assemblent sous l'influence gravitationnelle d'une étrange matière invisible, la matière noire. Ces nuages finissent par former un immense réseau de filaments. Une toile de la taille du cosmos. Ces filaments gazeux sont essentiellement constitués d'hydrogène et d'hélium, principaux éléments des origines de l'univers. Et c'est aux intersections de ces interminables fils cosmiques que naîtront un jour les premières étoiles. Notre monde n'aurait pas pu exister sans cette structure originelle. La toile cosmique a commencé à se former il y a 13,8 milliards d'années. Et elle continue encore aujourd'hui à façonner l'univers. Pourtant, ce n'est que récemment que nous avons réussi à en avoir un premier aperçu. Cette image est absolument incroyable. C'est une photo essentielle de notre univers. Elle montre certaines des plus grosses structures qui existent. Les filaments de la toile cosmique. Ces points lumineux, ce sont des galaxies tout entières. Si je les retire, on distingue bien mieux la faible lueur émise par l'hydrogène et l'hélium des filaments de la toile cosmique. Et c'est sur cette toile cosmique que l'histoire de notre Soleil et des autres étoiles commence. Au fil du temps, la toile cosmique continue de se développer dans cet univers primitif. Sous l'effet de la force gravitationnelle, les gaz se propagent à toute vitesse le long de ces immenses filaments jusqu'aux intersections. Des nuages de gaz s'amoncellent donc à la croisée des filaments. Et plus il y a de gaz, plus la force d'attraction est grande. Les nuages atteignent alors des tailles stupéfiantes. Ils deviennent plus denses, plus chauds, et ils se chargent toujours plus en gaz, jusqu'à ce qu'enfin, les conditions deviennent si extrêmes qu'un nuage s'embrase.
C'est la naissance de la toute première étoile de l'univers. Elle est 17 fois plus chaude que le Soleil. Et elle est énorme. C'est ce qu'on appelle une géante bleue. Les premières étoiles ne ressemblent en rien à celles d'aujourd'hui, ce qui les rend encore plus incroyables. Elles ont une masse au moins 500 fois supérieure à celle du Soleil. Les étoiles les plus chaudes aujourd'hui ont une température d'environ 50 000 degrés. Les premières étoiles étaient presque 2 fois plus chaudes que ça, d'où leur couleur bleue. La première géante bleue ne restera pas longtemps seule dans le ciel. Bientôt, d'autres étoiles voient le jour aux intersections de la toile cosmique. La toute première génération d'étoiles est née. Et la lumière fut dans l'univers. Mais ces étoiles font bien plus qu'éclairer le cosmos. Elles génèrent de nouveaux éléments et créent ainsi les ingrédients nécessaires à la formation de toutes les planètes du cosmos, et bien plus encore. La naissance des premières étoiles a marqué un tournant dans l'évolution de l'univers. Avant, il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium. Mais la fusion nucléaire a changé tout ça. Le cœur des premières étoiles est si chaud qu'il dépasse les 50 millions de degrés. Cette chaleur extrême entraîne des réactions de fusion nucléaire qui transforment les atomes d'hydrogène. La température et la pression ont fait fusionner ces atomes, qui ont alors donné un élément plus lourd, l'hélium. Mais la fusion nucléaire ne s'arrête pas là. Au bout de quelques millions d'années, tout l'hydrogène était épuisé. Ce sont donc les atomes d'hélium qui ont fusionné, ce qui a donné des éléments encore plus lourds, comme le carbone, l'oxygène et le fer. Les nouveaux éléments formés par ces premières étoiles donneront naissance à d'autres types d'étoiles, mais aussi aux planètes et même à l'humanité. En d'autres termes, ces éléments seront à l'origine de la vie. Mais l'ère des géantes bleues ne durera pas éternellement. L'hydrogène est le carburant majeur des étoiles. Quand il n'y en a plus, les réactions de fusion nucléaire s'arrêtent. Quand la fusion s'arrête, on perd la pression interne qui s'opposait à la force gravitationnelle. Donc, plus rien ne contrebalance cette force qui pèse sur l'étoile. Vivre dangereusement et mourir jeune. Ça pourrait être le credo de ces étoiles. Plus une étoile est massive et lumineuse, plus sa vie est brève. Même si elles ont bien plus d'hydrogène qu'une étoile ordinaire comme notre Soleil, les géantes brûlent ce combustible si vite qu'elles ne vivent que quelques millions d'années. Et quelques millions d'années en astronomie, c'est un battement de cils. Faute d'hydrogène, le sort d'une étoile est scellé. La force gravitationnelle prend le dessus.
cœur de l'étoile finit par s'effondrer. Du gaz afflue alors soudainement vers l'intérieur de l'étoile. Lorsque la matière rebondit sur ce qui reste du cœur, cela crée une gigantesque explosion que l'on appelle une supernova. L'onde de choc libère une immense quantité d'énergie, puis projette de la matière dans l'espace. Les supernovas secouent l'univers. Ces explosions comptent parmi les événements les plus violents que l'on connaisse. Elles sont si lumineuses que l'espace d'un instant, elles peuvent éclipser toute leur galaxie. Ces explosions constituent un moment clé dans l'histoire de l'univers. Après l'explosion des premières étoiles, la matière qui s'était formée dans leur cœur s'est déversée dans l'espace. En enrichissant ainsi l'univers de ces éléments lourds, elles ont ouvert la voie aux futures générations d'étoiles. Parmi ces futures générations d'étoiles, il y a celles que l'on voit chaque soir dans notre ciel et que le télescope spatial Hubble étudie depuis 1990. Ce puissant télescope nous permet d'observer le cycle grandiose de la vie cosmique, perpétuelle succession d'extinctions et de renouveau. Mais l'univers tel que nous le connaissons n'est pas uniquement le fruit des géantes bleues. Il n'y a pas que les premières étoiles qui ont enrichi le cosmos. Après elles, les deuxième, troisième et quatrième générations d'étoiles ont créé de plus en plus d'éléments lourds qui ont été projetés dans l'univers. Grâce au télescope Hubble, nous savons désormais comment les étoiles ont évolué et comment l'on est passé d'un univers primitif dominé par des géantes bleues à notre univers actuel, peuplé d'astres de toutes les couleurs, aux tailles et configurations différentes. Étoiles Wolf-Rayet, géantes rouges, naines blanches, chaque type d'étoile a ses propres caractéristiques. Les étoiles à neutrons, par exemple, tournent sur elles-mêmes à des vitesses vertigineuses. Certaines atteignent 700 rotations par seconde. Quand elles possèdent un puissant champ magnétique, elles projettent même des radiations. Les géantes rouges, elles, sont plus d'1 milliard de fois plus grosses que le Soleil. Alors que d'autres étoiles sont entourées par un système planétaire. Dans certains cas, les mondes de ce système sont des planètes rocheuses constituées de carbone, de silicium et de fer. Les étoiles sont vraiment le moteur de la complexité dans l'univers. Ce sont elles qui forment les éléments lourds qui sont à l'origine des corps célestes, comme les planètes. Les étoiles ont changé la face de l'univers. Grâce à elles, il s'est empli de toutes sortes de merveilleux objets célestes et il a engendré notre système solaire. Ce dernier est riche de l'étoile qui lui donne son nom, mais aussi de plusieurs planètes, de centaines de lunes et de milliards de petits corps, tels que les astéroïdes et les comètes. Il a fallu de très nombreuses générations d'étoiles pour donner toute la matière que l'on trouve dans notre système solaire. Elle provient sûrement de l'explosion de plusieurs milliers d'étoiles.
Notre système solaire est donc bien d'origine stellaire. « 9 milliards d'années après la naissance de la toute première étoile, l'univers est plus riche que jamais. Il compte plusieurs dizaines de nouveaux éléments. Ici, dans le bras d'Orion de la Voie lactée, la force gravitationnelle va comprimer un nuage jusqu'à ce qu'il s'effondre, donnant ainsi naissance à notre propre étoile. La formation du Soleil a nécessité une grande partie de la matière présente. Mais pas toute. La matière qui reste gravite autour du Soleil. Elle donnera les 8 planètes de notre système solaire. Le Soleil affecte toutes les planètes du système solaire, du fait de son immense force gravitationnelle, mais aussi de sa lumière. Certaines de ces planètes semblent trop loin du Soleil pour que des formes de vie complexes s'y développent. Privées de lumière, elles n'abritent d'ailleurs peut-être absolument aucune forme de vie. Ces géantes de gaz et de glace n'ont pas connu le même destin que la Terre. D'autres planètes de notre système solaire, elles, sont trop proches du Soleil. Frappées en permanence par ses rayons, ces mondes ont fini par se changer en déserts arides. Mais il existe une zone habitable dans notre système solaire. Ni trop loin, ni trop près du Soleil. Et dans cette zone habitable, les éléments chimiques laissés par des générations d'étoiles disparues depuis bien longtemps ont formé un monde absolument incroyable. La Terre se situe dans cette zone habitable qu'on surnomme la zone boucle d'or. Et dans cette zone, il peut y avoir de l'eau à l'état liquide. L'eau facilite les réactions biochimiques à l'origine de la vie. Les interactions entre le Soleil et la Terre sont primordiales. C'est donc le Soleil qui a façonné notre monde. Et la sonde Parker nous aide à comprendre comment notre planète subit en permanence son influence. La sonde Parker est géniale parce qu'elle est dotée d'un immense éventail d'instruments qui fonctionnent ensemble pour scruter l'espace dans toutes les directions. Le sommet de l'instrument qui est positionné face au Soleil dépasse du bouclier thermique pour pouvoir l'observer directement. En observant le Soleil, la sonde a détecté des trous dans son atmosphère. Un flux de particules chargées s'en échappe à une vitesse de plus d'1,5 million de km/h. C'est ce que l'on appelle le vent solaire. On peut voir comment le flux énergétique se propage, d'où provient le vent, quelle quantité s'en échappe. Le vent solaire parcourt des milliards de kilomètres. Et au passage, il bombarde notre système planétaire de radiation. On peut dire que notre champ magnétique nous sert de bouclier. La Terre sait donc se défendre contre la violence de son étoile. Mais elle a aussi absolument besoin du Soleil.
car c'est lui qui produit l'énergie nécessaire à la vie sur Terre. Les photons, qui sont des paquets d'énergie, se forment au cœur du Soleil. Mais après, ils ne remontent pas directement à la surface. Ils n'y arrivent qu'au terme d'un long parcours chaotique. Ils sont ballottés d'un atome à l'autre. Ils se font sans cesse absorber et recracher. Quand ces photons arrivent enfin à la surface, ils s'échappent sous la forme de rayons lumineux. Ils traversent alors le système solaire à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à près de 300 000 km par seconde. Si on pouvait stocker dans des batteries la totalité de l'énergie produite par les hommes depuis 50 000 ans, on aurait de quoi faire briller le Soleil pendant 1 seconde. La lumière du Soleil atteint la Terre en à peine plus de 8 minutes. Le flot de lumière solaire est comparable à un cordon ombilical qui alimenterait la Terre en énergie de manière quasiment ininterrompue depuis près de 5 milliards d'années. Et c'est grâce à cet apport constant en lumière et en énergie que les formes de vie complexes que l'on voit tout autour de nous sur Terre ont pu se former et s'épanouir. On ne sait pas exactement comment la vie est apparue sur Terre. Mais ce que l'on sait, c'est que grâce à l'énergie du Soleil, des cellules primitives présentes dans l'océan ont produit des réactions chimiques propices à l'épanouissement de la vie. Comparables à de minuscules machines exploitant l'énergie solaire, ces cellules sont le maillon indispensable entre notre Soleil et les formes de vie complexes que l'on trouve sur Terre. Concrètement, elles utilisent la lumière du Soleil pour transformer le gaz carbonique et l'eau en glucides, les sucres dont elles se nourrissent. C'est la photosynthèse, le secret des plantes. Ce processus est à l'origine de l'évolution de la complexité sur Terre. C'est grâce à lui que des bactéries primitives ont donné au fil du temps les plantes et les arbres, fruits d'une chaîne ininterrompue d'organismes vivants, tous reliés à cette source d'énergie venue du ciel. Et au bout de cette chaîne, il y a les hommes. Tous les végétaux sur Terre, du plus petit brin d'herbe jusqu'au chêne le plus impressionnant, utilisent la lumière du soleil pour produire par photosynthèse l'énergie que nous consommons ensuite pour vivre. Donc, en un sens, on peut dire qu'on se nourrit de lumière d'étoiles. Depuis que l'univers existe, des milliards et des milliards d'étoiles sont nées. Mais la nôtre est peut-être la seule qui alimente cette chose extraordinaire qu'est la vie. Le soleil est lié à notre existence. Il fournit la lumière et l'énergie nécessaires à la vie. Il n'y aurait pas de vie sur Terre sans le soleil.
Le Soleil est notre créateur. Il a rassemblé des atomes formés par des générations et des générations d'étoiles disparues pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Des êtres capables d'explorer le cosmos et de percer le mystère de nos origines stellaires. C'est merveilleux que nous nous sentions intimement connectés aux étoiles, parce qu'elles font partie de notre héritage cosmique. Nous sommes des enfants des étoiles. Notre galaxie compterait jusqu'à 400 milliards d'étoiles. Et il y aurait 2000 milliards de galaxies dans l'univers. Autant dire que le nombre d'étoiles dans le cosmos est incommensurable. Mais il n'y a pas toujours eu autant d'étoiles que ça. Nous vivons au temps des étoiles. Dans l'ère lumineuse de notre univers. Les étoiles ont toujours été importantes pour nous. Elles nous ont aidés à nous repérer sur la Terre et les océans pendant des millénaires. Elles nous offrent aussi chaque soir un spectacle incomparable. Si le fait de regarder les étoiles nous paraît avoir autant de sens, c'est notamment parce qu'on a conscience que les autres le font aussi. Donc, on se sent véritablement connecté à l'humanité, présente et passée. À l'échelle de notre courte vie, les étoiles semblent éternelles. Elles peuplaient déjà le ciel à l'aube de l'humanité. Mais à l'échelle de l'univers, c'est une toute autre histoire. L'ère de la lumière ne durera pas indéfiniment. Les étoiles finiront par s'éteindre. Et leur disparition changera une fois de plus la face de l'univers. Quand leur cœur n'abritera plus de réactions de fusion nucléaire, il refroidira. Peu à peu, il se solidifiera, emprisonnant les précieux éléments nécessaires à l'apparition de nouvelles étoiles et planètes. L'univers entrera ainsi dans une nouvelle ère. Les spécialistes sont formels. La grande époque des étoiles est déjà révolue. La probabilité qu'une étoile naisse aujourd'hui est bien plus faible qu'il y a quelques milliards d'années. Tout comme il y a eu une toute première étoile dans l'univers, un jour, l'ère des étoiles arrivera à son terme. Aussi inimaginable que cela puisse paraître, l'univers continuera à exister sans aucune étoile. Je suis face à une représentation de la chronologie de l'univers. Ce jalon représente le commencement, quand l'univers s'est formé il y a 13,8 milliards d'années au cours du Big Bang. Les premières étoiles ne sont pas apparues avant un certain temps, disons avant 400 millions d'années. Donc les étoiles commencent à se former ici.
Elles continuent à apparaître jusqu'à ce qu'on atteigne ce point ici, 4 milliards d'années après le Big Bang. C'est le moment où il y a le plus grand nombre d'étoiles qui naissent dans l'univers. Mais notre Soleil ne s'est formé que 9 milliards d'années après le Big Bang, au niveau de ce jalon. Ensuite, on continue à avancer jusqu'à aujourd'hui, soit 13,8 milliards d'années après la formation de l'univers. Notre Soleil ne vivra pas éternellement. Il commencera à mourir dans 5 milliards d'années environ. Mais les étoiles les moins massives de l'univers lui survivront. Elles ont des durées de vie de quelques centaines de milliards d'années, ce qui représente environ 200 mètres sur cette ligne du temps. Mais même la disparition de ces étoiles ne marquera pas la fin de l'univers. L'univers pourrait exister éternellement, et cette ligne se prolonger à perte de vue. Ça signifie que l'ère des étoiles et de la lumière, que j'ai représentée chronologiquement ici, n'est qu'un court instant à l'échelle de l'univers. C'est l'ère de l'obscurité qui se prolongera à l'infini. Mais les étoiles ont encore de beaux jours devant elles. Elles continueront d'éclairer le cosmos pendant plusieurs centaines, voire des milliers de milliards d'années. Mais petit à petit, l'univers s'assombrira et se videra. Plus il poursuivra son expansion, plus les distances entre ces îlots de lumière grandiront. Jusqu'au jour où il ne restera plus qu'un seul type d'étoile. Les naines rouges. Les étoiles les plus vieilles de l'univers. TRAPPIST 1 fait partie de ces quasi-immortels. Elle a vraisemblablement plus de 7 milliards d'années. C'est presque 2 fois l'âge du Soleil. Mais en taille et en luminosité, elle ne peut pas rivaliser avec lui. Elle est 10 fois plus petite que notre astre solaire et 100 fois moins lumineuse. C'est une naine ultra froide à combustion lente. Et c'est le secret de sa longévité. La durée de vie d'une étoile dépend de ses réserves d'hydrogène, c'est-à-dire de combustible nucléaire. Tant qu'il lui reste du combustible, elle peut survivre. Mais paradoxalement, ce sont les étoiles avec la plus petite quantité d'hydrogène qui vivent le plus longtemps, parce qu'elles l'économisent. Elles brûlent leur carburant très lentement. Ce sont donc ces étoiles plus petites, mais avec une activité et une énergie réduite, qui finissent par devenir les gardiennes de l'histoire de l'univers. Située à une quarantaine d'années-lumière de la Terre, dans la constellation du Verseau, TRAPPIST 1 n'est pas une étoile solitaire. Tout comme notre Soleil, la naine rouge TRAPPIST 1 a des planètes qui tournent autour d'elle. Elles sont au moins 7, d'une taille équivalente ou inférieure à celle de la Terre. Certaines ont peut-être des atmosphères, voire des océans. Mais la ressemblance s'arrête là. Car elles forment des mondes bien étranges. Comme la Lune dont on voit toujours la même face depuis la Terre, ces planètes sont peut-être en verrouillage gravitationnel.
Si c'est le cas, elles montrent systématiquement la même face à leur étoile. Cet hémisphère absorbe donc le peu de lumière et de chaleur qui émanent de la naine ultra-froide. Tandis que l'autre, continuellement tournée vers le froid de l'espace, est gelée en permanence. Ces planètes ont partagé une grande partie de l'existence de l'univers. Nées peu de temps après lui, elles vivront quasiment jusqu'à la fin de l'ère stellaire. D'ici là, des galaxies tout entières auront le temps de se former, puis de commencer à disparaître. Ces planètes assisteront aussi à la naissance puis à la mort d'une quantité incroyable d'étoiles. Et elles seront encore là quand, dans 5 milliards d'années environ, une lointaine étoile amorcera son déclin. Notre Soleil aura épuisé toutes ses réserves de carburant. Et notre étoile disparaîtra. Quand il n'y aura plus de fusion au cœur du Soleil, il commencera à grossir jusqu'à devenir ce que les astronomes appellent une géante rouge. L'enveloppe externe du Soleil s'agrandira. Il avalera certaines des planètes alentours, dont malheureusement la Terre. Et comme bien d'autres étoiles, il finira par disparaître, car l'ère stellaire de l'univers touchera à son terme. L'ère des étoiles ressemble à un feu d'artifice au ralenti. Et on est sur la fin. TRAPPIST 1 ne sera sûrement pas la toute dernière étoile de l'univers. Mais la toute dernière étoile sera sûrement une naine rouge. Quand elle aura épuisé tout son carburant, la fusion dans son cœur s'arrêtera. La dernière étoile de l'univers refroidira peu à peu et redeviendra poussière avant de se diluer à nouveau dans l'espace. Après sa disparition, le froid et l'obscurité reviendront. L'univers entamera alors une toute nouvelle ère. Une ère sans lumière et probablement sans vie. Mais pas sans matière. Quand la dernière des naines rouges aura disparu, ce sera la fin du règne des étoiles dans l'univers. Et elles auront littéralement illuminé son histoire. Si nous avons du mal à imaginer un univers sans lumière, c'est peut-être parce que ce sont les étoiles qui nous ont créés, nous et notre planète. Elles ont façonné l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est comme un cadeau fait à l'humanité. Nous sommes le fruit du cosmos. Le fruit d'un cosmos qui sera finalement bien plus défini par l'obscurité que par la lumière. Mais depuis l'aube de l'humanité, nous existons, apprenons et grandissons
telles de minuscules étincelles dans l'enfance lumineuse de notre univers. Car nous vivons au temps des étoiles.